Sandra, une jeune fille née d'une famille pauvre, est élève en classe de seconde au lycée de Lape, son village. Elle est brillante à l'école, mais elle éprouve assez de difficultés sur le plan matériel. Elle n'est pas sûre d'un goûter quotidien. Ainsi très vite elle est tombée entre les mains d'un certain Tom, qui travaille dans la société de construction de la route qui traverse Lape. Avec Tom, ses soucis financiers sont un peu apaisés. Elle ne dérange plus trop ses parents sur ce plan-là. Ses parents ne sont pas au courant de sa liaison avec Tom, mais ils constatent un changement dans ses habitudes. Sandra n'a que 16 ans. Tom lui promet monts et merveilles, elle n'hésite pas à croire, à cause de son jeune âge et aussi de sa vulnérabilité. Tom promet même la prendre en mariage. Il la rassure chaque fois de son amour pour elle, elle le croit sincèrement. Le village de Tom, nommé Matape, se trouve à environ 70 km de celui de Sandra. La relation entre Tom et Sandra est très discrète. Les travaux d'aménagement de la route étant terminés, Tom est envoyé dans une autre localité située à près de 300 km de Lape. Tom en partant lui renouvelle son attachement et promet revenir souvent la voir, et même rendre leur relation officielle en rencontrant ses parents pour une éventuelle fiançaille. Sandra est très fière, son amour pour Tom est vraiment sincère. Un mois après son départ, Sandra constate qu'elle est enceinte de lui. Il l'appelle pour lui signifier cela. Tom lui dit qu'il ne croit pas que c'est son enfant. Sandra le rassure qu'elle n'a jamais connu un autre homme que lui. Mais Tom ne veut rien comprendre. Il coupe la communication et met le numéro de Sandra sur la liste noire. Sandra est dépassée. Elle ne peut le dire à ses parents, car elle imagine déjà leur réaction. Elle continue à aller à l'école en attendant quand il ne sera plus possible de cacher cette grossesse. Justement après 4 mois, sa morphologie le trahit. Ses parents informés de sa grossesse sont déçus. Pour eux c'est une honte pour la famille. Ses parents la traitent de tous les noms d'oiseaux, avant de lui demander d'aller rejoindre l'auteur de sa grossesse. Son père dit qu'il ne peut pas la nourrir avec son enfant. En tant que fille-mère, elle ne peut plus être sollicitée facilement en mariage. Conséquence, il ne pourra même pas percevoir sa dot. Donc elle ne lui sert plus à rien. Sandra compte sur sa mère pour la comprendre. Sa mère rejoint son père dans sa décision. Elle est priée de ramasser ses effets pour aller rejoindre Tom. Sandra se retire chez son oncle pour 2 jours, le temps que ses parents se calment un peu. Elle revient supplier ses parents de la pardonner, mais ils sont formels par rapport à leur décision. Son père demande même à son oncle de ne pas l'héberger. Son oncle lui propose d'aller chez les parents de Tom, ils pourront convaincre Tom à s'occuper d'elle et de l'enfant. Sandra n'avait pas pensé à cette option, elle remercie son oncle. Ce dernier lui donne de l'argent pour le transport. Sandra ne connaît pas de manière précise la maison des parents de Tom. Elle se rappelle que Tom l'avait emmenée dans son village à l'occasion d'un mariage, et au passage il lui avait montré leur maison, ses parents n'étaient pas là. Elle a quelques indices pour se retrouver. Elle prend le car malgré elle pour le village Matape. La mère de Tom assise devant sa cuisine, est en train de découper le légume quand elle voit arriver une jeune fille avec son sac de voyage. « Bonjour maman, dit Sandra. « Bonjour ma fille, répond-elle. « Tu cherches quelqu'un ?» Sandra dit, « Vous êtes la mère de Tom je pense. » « Oui répond-elle, y a-t-il un problème ?» Non dit Sandra. « Je suis Sandra, du village de Lape. J'ai connu Tom quand il travaillait là-bas. Je suis enceinte de lui, il ne prend plus mes appels. » Sa mère dit, « Quoi ? Ce sont les prostituées comme vous qui avez empêché à mon fils de se responsabiliser ? Tu as bénéficié de son argent, et tu es allé ramasser une grossesse on ne sait où pour venir embêter mon fils, pour lui soutirer encore de l'argent. » Sandra, scandalisée, dit, « Non c'est faux, je n'ai connu que Tom. Il m'a même promis le mariage. » La ma quoi ? Elle porte le sac de Sandra pour aller déposer à l'entrée de la concession et lui demande d'aller le ramasser pour rentrer chez elle.
La mère de Tom ne voulait pas qu'elle rencontre Tom et sa fiancée qui sont au village en ce moment et qui ont fait un saut chez son oncle. Le père de Tom, qui écoute sa mère depuis sa case, sort et demande de quoi il s'agit. Sandra lui raconte sa mésaventure avec Tom, qui refuse de reconnaître la paternité de son fils. Le père dit, ce qu'elle dit peut être faux ou vrai, mais ce n'est prudent de la laisser partir à une heure tardive, surtout qu'elle ne peut même plus trouver une voiture. La mère dit, c'est son problème, je n'ai pas où l'héberger dans ma maison. Le père demande à Sandra d'aller porter son sac. Il lui montre une chambre où elle dépose son sac. Elle se couche sur un petit lit pour se reposer. Elle attend le père au salon parler à quelqu'un au téléphone en une langue qu'elle ne comprend pas. Quelques minutes après, elle entend une voix dans la cour dire « Elle est où ?» C'est la voix de Tom qu'elle connaît bien. Elle se dit « Quelle coïncidence, donc Tom est ici au village. » Elle sort de la chambre et lui dit « Bonjour Tom. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Au téléphone je t'avais dit que je n'ai rien à avoir avec ta grossesse. Pourquoi viens-tu importuner mes parents? Tu ne réponds même pas à mes salutations, dit Sandra, et tu me parles comme à une étrangère. Tu es pour moi une étrangère qui vient troubler ma tranquillité. Quelle audace! Se dit intérieurement Sandra, ce garçon est-il normal? Rosine, la fiancée de Tom, lui demande, qui est cette jeune fille chérie? Tom répond, une vieille connaissance du village là et rien de plus. Je ne sais pas là où elle sort avec cette histoire de grossesse. Sa mère renchérit en disant, c'est une pute. Ne lui prête pas attention ma fille, dit-elle à Rosine, va plutôt dans ta chambre te reposer. C'est bon maman, dit Rosine, je vais aller. Elle se dit intérieurement, ce qui arrive à cette jeune fille pourra aussi m'arriver quand Tom trouvera une autre fille qu'il trouvera plus belle que moi. On peut lire de l'inquiétude sur sa face. Sandra dit à Tom, dis devant tout ce monde que tu n'as pas couché plusieurs fois avec moi, et je te laisse tranquille. Tom dit, si j'ai couché avec toi une fois, c'est peut-être que j'avais bu un verre de trop, au point que je ne peux pas me rappeler. Vous avez tout compris, dit Sandra. Je n'ai plus rien à dire. Elle se dirige vers sa chambre. Tom lui dit, en me levant demain matin, je ne dois plus te voir ici chez nous. Sandra se couche, ne parvient pas à fermer l'œil malgré la fatigue. Elle n'a même rien mangé depuis le matin. Malgré son jeune âge, elle reste forte. Elle se dit, pour marquer ma victoire contre Tom, je garderai cet enfant. Très tôt le matin, elle se lève, dit au revoir au père de Tom et prend son sac. Rosine, la fiancée de Tom qui s'est aussi levée tôt, la rattrape, prend son sac et l'accompagne prendre le car. À la gare routière, Rosine lui achète de la nourriture à manger et lui remet un peu d'argent avant de prendre congé d'elle. Quand elle revient à la maison, Tom lui demande d'où elle vient si tôt. Elle lui dit qu'elle est partie chercher le nécessaire pour le petit déjeuner. La sorcière là est-elle partie? Demande Tom. Quelle sorcière? Demande ironiquement Rosine. Je parle de Sandra. Je ne sais pas, dit-elle. Sandra est abattue. Malgré son jeune âge, elle est forte. Elle est face à son destin et ne peut plus compter que sur elle-même. Le comportement de Rosine a été pour elle un grand réconfort. Elle décide de rentrer encore chez son oncle à Lappe. Cette idée lui fait couler les larmes, mais elle n'a plus de choix. Elle paye son ticket et prend place dans le véhicule. Après 10 kilomètres environ, le véhicule tombe en panne en pleine brousse, aucune maison n'est aux alentours. Le chauffeur rentre à Matap chercher un mécanicien. Pendant ce temps, un groupe de malfrats armés de couteaux et de machettes sort de la brousse et s'attaque aux passagers. Un homme est poignardé, c'est la débandade totale. Effrayée, Sandra, son sac au dos, s'entre en brousse en courant de toutes ses forces. Elle ne sait pas où aller, mais il faut s'éloigner le plus possible du lieu du drame. Elle suit tantôt une piste, tantôt l'autre. Après 1 kilomètre, elle est épuisée, elle s'écroule. 1 heure plus tard, elle reprend un peu les forces. Où elle ne sait vraiment pas. Elle décide d'avancer jusqu'à un regroupement.
Ils ont quitté Matap autour de 11 heures, il est déjà presque 15 heures. Elle fait encre 2 kilomètres et se rend compte qu'elle s'éloigne plutôt d'un éventuel regroupement, car elle ne voit plus de champs, mais une vaste étendue de broussailles. Elle se repose pendant 1 heure, puis change de direction. Au fur et à mesure qu'elle s'avance, elle aperçoit des maisons à plus de 5 kilomètres. Elle prend courage. Malheureusement pour elle, une pluie accompagnée d'une tempête déclenche. Elle se met à courir, malgré la fatigue. Quelque part elle voit une maison isolée et elle s'abrite à la véranda. Quand la pluie cesse, il est 19 heures. Sandra est dépassée. Elle ne peut pas se retrouver dans les pistes de la brousse dans l'obscurité, sans compter le risque de tomber sur un animal féroce. C'est en ce moment qu'elle réalise ce que Tom lui a fait. Malheur au jour où je l'ai rencontré, se dit-elle. Me voici en train de mourir sans témoin dans cette brousse. Une frayeur l'envahit. Elle se met à pleurer. La porte de la maison est fermée à clé. Elle a faim. Elle dépose son sac au dos au sol, met sa tête dessus, sans espoir de sortir vivante de cette aventure. Une fille de 16 ans, enceinte de 4 mois, qui doit dormir sous le froid en plein air, dans une brousse, qui pouvait l'imaginer. À cause de l'excès de fatigue, un sommeil profond l'arrache à la vie. C'est les chants d'oiseaux qui la réveillent le lendemain à 5h30. Elle sursaute, se demande où elle est avant de se rappeler de ce qui lui est arrivé à la veille. Elle est clouée au sol par un froid terrible, elle grelotte. Aux environs de 7 heures, une femme à la cinquantaine révolue, qui arrive au champ aperçoit une jeune fille couchée à la véranda de sa maison du champ. Elle est d'abord prise de panique. D'où peut venir une enfant seule et à cette heure-là? Elle s'approche d'elle et dit, « Ma fille ». Sandra ne parvient pas à parler, tellement elle grelotte. Elle dépose son sac, ouvre la porte, allume rapidement le feu. Elle prend un matelas sur un petit lit, l'étale près du feu et y couche Sandra. Elle contourne la maison et revient avec de la citronnelle, elle fait infuse et lui donne à boire. 1 heure après, elle se retrouve. La dame dit, « Tu peux m'appeler maman Titi, et toi quel est ton nom? Comment t'es-tu retrouvée ici ?» Sandra lui raconte tout, de son renvoi par ses parents, puis ceux de son petit ami qui l'a mise enceinte. Maman Titi est stupéfaite. Elle ne comprend pas comment des gens sensés peuvent faire cela à un enfant si vulnérable. Elle dit à Sandra, « Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur qui a veillé sur toi. » Elle tient sa main en rend grâce à Dieu dans une prière de reconnaissance. Elle dit à Sandra que la nouvelle de l'incident sur la grande route leur est parvenue hier soir. Elle lui donne la nourriture qu'elle a prévu manger au champ. Sandra, qui n'a rien mangé depuis hier, la dévore avec beaucoup d'appétit. Elle parle de Rosine à maman Titi, et lui dit que, sans la nourriture qu'elle lui avait achetée à manger, elle ne devait jamais arriver chez elle, elle serait tombée dans la brousse et y mourir tranquillement lors de sa fuite. Maman Titi suspend ses activités de la journée au champ, et rentre avec elle au village. Elle vit dans une grande et belle maison. Elle a quitté la ville pour venir s'installer au village depuis la mort de son mari, Titi, un homme d'affaires assez riche, avec qui elle menait une vie harmonieuse. Ils n'ont jamais eu d'enfants en dehors des enfants adoptifs. Sur le plan matériel, elle n'a vraiment aucun souci vu les biens que lui a légués son mari. Sandra se lave avec de l'eau tiède apprêtée par sa bienfaitrice. Elles prennent une moto-taxi pour aller sur la grande route, au lieu d'incident pour voir si on peut retrouver le sac de voyage de Sandra. Heureusement, elles y retrouvent le chauffeur et les enquêteurs. Après avoir recueilli le témoignage de Sandra, le chauffeur prend son sac de voyage au-dessus du car qu'il lui remet. Maman Titi et elle retournent à la maison. Le soir, maman Titi, qui est une fervente croyante, lui dit qu'elle croit au pardon et qu'elle va aller avec elle, parler à ses parents. Peut-être en apprenant ce que leur fille a enduré, ils pourront changer d'avis. Le lendemain, elles vont sur la grande route attendre la voiture pour le village Lap. Lorsqu'elles arrivent chez les parents de Sandra, son père, bourré d'alcool, est assis, parlant seul, sa mère aussi sous l'effet de l'alcool, est adossée au mur de la cuisine, plongée dans un grand sommeil.
Sandra dit à maman Titi que c'est comme cela que ça se passe les jours du marché de Lappe. Les voyant venir, son père dit, petite sorcière, tu es comme ça avec la mère de ton voyou là, ne descendez pas chez moi. Maman Titi tente de prendre la parole pour s'expliquer, il entre, prend sa machette et dit, retirez-vous avant que je ne me fâche. Maman Titi prend la main de Sandra et elle s'éloigne. Elle dit à Sandra, tu avais raison quand tu me parlais de tes parents. Comment peut-il traiter sa propre fille de sorcière? Elle dit, rentrons, tout le monde te rejette, mais pas moi. Tu seras pour moi l'enfant que je n'ai jamais pu avoir. Sandra l'embrasse en disant, c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi maman Titi. Lorsque la mère de Sandra se réveille, son mari lui dit, ta fille est venue ici avec sa soi-disant belle-mère, je les ai chassées. Sa mère dit, comment as-tu agi ainsi? Il fallait quand même les écouter. Peut-être qu'elle venait prendre l'engagement de s'occuper de la grossesse de Sandra. C'est ce que moi je voulais, quand j'ai accepté qu'elle soit renvoyée de la maison. Ce n'était pas pour lui faire du mal. Sa mère regrette de ne pas avoir rencontré Sandra et la femme qui l'accompagnait. Elle maudit l'alcool qu'elle avait pris. Je ne veux pas perdre ma fille, dit-elle. Son mari dit, c'est ton problème. Je m'en fous de tout cela. Il entre à la maison et ressort avec une canette de bière. Il continue à boire en bavardant. Maman Titi et Sandra s'installent dans sa grande maison qui désormais lui semble moins grande comme quand elle y était seule. Elle se dit, dans quelques mois nous aurons encore de la joie dans cette maison avec l'arrivée du bébé. Sandrine se propose de souvent l'accompagner au champ. Elle dit, non ce n'est pas nécessaire, j'y vais juste pour m'occuper, je n'en ai pas besoin pour vivre. Pendant qu'elle s'entretenait, le téléphone sonne. C'est à l'homme, le neveu de maman Titi qui l'appelle pour lui dire qu'il arrive chez elle demain. Elle l'avait pris à sa mère dès l'âge de 6 ans, l'a élevé et s'est occupé de ses études jusqu'à l'université. Il est maintenant cadre dans une grande société en ville. Maman Titi trouve en Sandra une jeune fille très posée, intelligente et pleine de bonne initiative. Elle ne comprend pas pourquoi pour une question de grossesse, qui est une erreur de la jeunesse, ses parents pouvaient l'abandonner, au point qu'elle a failli perdre sa vie. Elle met cela sous le compte de la misère. Les quelques jours que Talom a passés là-bas lui ont permis d'avoir la même appréciation de Sandra que maman Titi. En rentrant en ville, elle dit à sa mère, prends bien soin de Sandra, encadre-la. Pourquoi dis-tu cela Talom, je le fais déjà assez. Je le sais, dit Talom, on en reparlera. Dans quelques semaines, c'est la rentrée scolaire. Maman Titi dit, Sandra tu retourneras à l'école, tu es très jeune pour rester à la maison. C'est vrai maman, dit Sandra. Oui bien sûr. Sandra est comblée de joie. En aucun moment, cette idée lui a traversé l'esprit. Elle sait qu'elle attend le moment venu pour accoucher et rien de plus. Mais comment faire pour récupérer tes papiers à tes parents, dit maman Titi. Merci d'utiliser Panopre-T de base. Aucun souci maman, j'ai dans mon sac, l'acte de naissance, ma carte d'identité scolaire, mes bulletins de la classe de 3e et mes bulletins des 2 premiers trimestres de la classe de seconde. En partant de chez nous on attendait encore la remise des bulletins du 3e trimestre. C'est parfait jeune fille, comment avais-tu pensé à tout cela? Quand on m'a chassée, j'ai pensé à l'essentiel, j'ai même pris quelques cahiers. Tu es sage ma fille, dit maman Titi. Maman Titi se rend dans un grand collège missionnaire du village, poser le problème de Sandra aux responsables. En voyant ses performances aux 2 premiers trimestres, ils n'ont pas hésité à l'inscrire en classe de première. La mère de Sandra n'a plus le sommeil tranquille. Comment retrouver sa fille? Il part voir l'oncle de Sandrine pour lui demander si elle lui avait dit où elle partait. Je lui ai proposé d'aller voir les parents de Tom. Dit l'oncle. Ils habitent où? Demande-t-elle. Malheureusement je ne le lui ai pas demandé, dit-il. Je lui ai juste donné un peu d'argent.
Elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas dans quelle ville se trouve Tom. Elle ne le connaît même pas physiquement déjà. Elle est impuissante face à la situation. Elle compte seulement sur sa fille pour faire signe de vie. Sandra de son côté n'oubliera jamais le jour où elle s'est mise à genoux pour demander pardon à sa mère sans succès. 5 mois plus tard, nous sommes au 2e trimestre, Sandra donne naissance à un petit garçon. Elle dit, « Maman Titi, voici ta canne de vieillesse, donne-lui un nom », dit Sandra. Pendant qu'elle réfléchit, Sandra dit, « Que dis-tu de Titi ? » Tu as raison, sage petite fille, Titi sera son nom. Tu as ressuscité mon mari. Ayant accouché une semaine avant les congés, elle passe une semaine à la maison et bénéficie de 2 autres semaines de congés pour allaiter son enfant. Maman Titi dit, Sandra, avec l'avènement de cet enfant, ta mère fléchira. J'irai la voir. Sandra dit, comme tu veux maman, mais il n'est pas question pour moi d'emmener Titi chez nous. Comme ils ont dit que j'ai fait honte à la famille, ils n'auront pas l'enfant de la honte. Maman Titi rit et dit, ça c'est rien, ils l'ont dit sous le coup de la colère. Le fait pour Sandra d'aller à l'église régulièrement avec Maman Titi et de suivre les enseignements ont fait d'elle une nouvelle personne. Elle peut déjà comprendre beaucoup de choses. Maman Titi se met en route pour Lape. La voyant venir, la mère de Sandra va à sa rencontre, lui souhaite la bienvenue, sans savoir qui elle est. Maman Titi apprécie cet accueil. Elle lui donne une chaise et semble attendre impatiemment qu'elle se présente. Elle lui dit, je suis Madame Titi du village Tape. Dès que la mère de Sandra a suivi le nom Tape, elle a commencé à lui parler en langue maternelle. Maman Titi lui raconte tout ce que Sandra a enduré avant d'arriver à elle. Maman Titi a dû la saisir pour l'empêcher de perdre connaissance. Après l'avoir calmée, elle lui dit, ne t'inquiète pas, elle va bien, elle est entre les bonnes mains, elle a accouché d'un garçon. Elle veut se mettre à genoux avant de remercier Maman Titi, mais elle l'en empêche en lui disant, je ne suis pas le bon Dieu, c'est lui que tu dois remercier. Elle entonne un cantique pour louer Dieu. Surprise, Maman Titi lui demande, es-tu chrétienne? Oui, je l'étais, répond la mère de Sandra, c'est une longue histoire, je ne veux pas en parler. Je te comprends, dit Maman Titi, mais sache qu'il n'est jamais trop tard pour rejoindre la maison de Dieu. Je le ferai, dit-elle, l'air très engagé. Maman Titi dit, je suis venue t'annoncer la naissance de ton petit-fils, tu resteras informé ton mari. La mère de Sandra lui demande, c'est toi qui es venue ici un jour et mon mari t'a chassé. Oui, répond-elle. Quand je me suis réveillée, il me l'a dit, j'ai couru, espérant vous rattraper à la gare routière sans succès. Depuis lors je n'avais plus aucune information pour chercher Sandra, lui dire que je l'ai pardonnée. Je suis restée impuissante, me disant que peut-être un jour elle pourra m'appeler. Maman Titi dit, j'allais oublier. Comment as-tu fait pour connaître ma langue maternelle alors que tu n'es pas de chez nous? J'ai grandi avec ma tante à Tape, dit la mère de Sandra, son mari était Papa Mifa. Qui, dit Maman Titi, il était l'ami intime de mon père. Tu connais donc l'école missionnaire? Oui, dit la mère de Sandra, c'est là que j'ai fréquenté. Ma maison est juste derrière. Donc Sandra était comme ça à ma portée quand je la cherchais, dit sa mère. Je ne suis plus arrivée là-bas depuis des années, mais je connais parfaitement ce village. Les choses deviennent faciles pour moi, tu vas seulement venir seule au village quand tu seras prête. Je préparerai Sandra à te recevoir. Merci ma sœur, dit-elle en embrassant Maman Titi. Elle entre dans la cuisine, sort avec un paquet d'arachides qu'elle lui remet. Elle l'accompagne à la gare routière. Elle prend le car en disant, je t'attends au village. Sans faute, dit la mère de Sandra, très dégagée en lui disant au revoir d'un signe de main. Elle est comblée de joie à l'idée de revoir sa fille et surtout son petit-fils. L'instinct maternel l'a emporté sur toute autre considération. Quand le père de Sandra est rentré, sa mère lui a parlé du passage de Maman Titi et de ce que Sandra a enduré. Son père inquiet, dit, s'il lui arrivait quelque chose nous devons être aussi responsables même si nous avons agi sur le coup de la colère.
Il reconnaît aussi qu'il avait mal fait en refusant d'écouter maman Titi. Elle lui dit qu'elle compte aller rendre visite à Sandra. Il approuve l'idée et promet d'écrire à maman Titi pour s'excuser. Sandra se rappelle de l'affection que sa mère avait pour elle et se demande comment elle a pu changer radicalement de comportement dès qu'elle a attrapé la grossesse. Elle se dit, sûrement la colère et la pauvreté y sont pour quelque chose. Son séjour chez maman Titi lui a permis de comprendre beaucoup de choses. À son retour, ce que maman Titi lui dit par rapport à sa mère, comment elle a tenté de la chercher pour la pardonner sans succès, et son inquiétude pour elle. Sandra comprend qu'elle doit pardonner sa maman. Maman Titi lui annonce que sa mère viendra la voir. Elle est d'accord. Quelques jours après, la mère de Sandra arrive à Tap. Elle n'éprouve aucune difficulté à retrouver la maison de maman Titi. Dès qu'elle arrive, Sandra court l'embrasser, sans qu'elle n'ait l'occasion de lui demander pardon. Ne t'inquiète pas maman, dit Sandra, je t'ai déjà pardonné, maman Titi est une femme formidable. Sa mère porte le bébé et félicite sa fille pour cet esprit de pardon. Comment va mon père, demande-t-elle. Bien, dit sa mère. Il a promis qu'il viendra aussi te voir et le bébé. Merci, dit Sandra. Au retour de maman Titi, elle trouve la mère de Sandra. Elle la félicite pour avoir tenu à sa promesse. C'est la joie totale à la maison. La mère de Sandra dit, comme Sandra va à l'école, comment on va faire avec l'enfant à la rentrée du 3e trimestre. Maman Titi dit qu'elle y réfléchit encore. Elle dit, si cela ne te dérange pas, je peux revenir garder l'enfant. Aucun problème, dit maman Titi, la maison est assez grande, tu es la bienvenue ici ma sœur. La mère de Sandra dit, le collège missionnaire est environ à 400 mètres d'ici. Je pourrais même aller à la pause faire téter l'enfant si cela est nécessaire. Ce problème est réglé, dit maman Titi. J'ai l'esprit calme maintenant. Elle rentre à l'app juste pour demander la permission à son mari avant de retourner. Ce dernier est d'accord, il l'accompagne à Tap, pour rendre aussi visite à Sandra et le bébé. Sandra apprécie l'attitude de son père et le pardonne aussi. L'harmonie revient dans la famille. En fin d'année, dès que Sandra a fini de composer son examen, sa mère retourne chez elle. Elle décroche brillamment son examen probatoire. L'année suivante, elle est inscrite en classe de terminale. Talom lui propose de composer sous réserve le concours d'entrée à l'Institut de formation en informatique. Il constitue lui-même le dossier. En fin d'année, Sandra décroche et le baccalauréat et le concours. Elle doit aller fréquenter en ville. Elle appelle Talom pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. Elle demande à maman Titi ce qu'elle va faire du bébé pour aller en ville, alors qu'il aura à peine 6 mois. Elle lui dit, ne t'inquiétez de rien, tu as fait ce qui te revient, pour mon mari, cela me regarde. Il y a un de mes studios que tu vas occuper. Pour la garde de l'enfant, on trouvera quelqu'un pour le faire. Je n'ai jamais demandé un service à Talom, mais il m'a promis prendre en charge votre ration alimentaire. Sandra est apaisée. Sandra et maman Titi se rendent à Matap, le village de Tom, le père de son enfant, pour assister au mariage coutumier de l'un de ses neveux. Talom, dans un entretien avec Sandra, lui dit que maman Titi lui dit souvent au téléphone beaucoup de bien d'elle. Sandra lui dit, c'est alors réciproque. Chaque fois elle me parle de toi, apprécie ton comportement en me comparant toujours à toi quand tu vivais avec elle. Talom continue en lui disant qu'ils seraient fiers s'ils peuvent faire leur vie ensemble. Sandra rit et lui demande, tu es sérieux? Oui, très sérieux, répond Talom. Sandra dit, je ne sais pas, elle change de sujet. En réalité, elle n'est pas très surprise car maman Titi l'a déjà préparée indirectement pour ce rapprochement avec son fils Talom. En attendant le début de la cérémonie, Sandra propose à Talom qu'il fasse un tour à la gare routière pour se détendre. Là, elle rencontre Rosine, la femme de Tom qui est enceinte et qui est venue accoucher chez ses beaux-parents. Sandra embrasse Rosine et la présente à Talom comme une de ses meilleures amies.
Sandra raconte à Rosine comment elle avait failli mourir en brousse après leur séparation suite à l'attaque des malfrats. Rosine lui dit qu'elle avait appris la nouvelle, mais elle était dans l'impossibilité de vérifier si c'est le car qu'elle avait emprunté qui avait été attaqué et qu'elle priait seulement Dieu que ça ne soit pas le cas. Sandrine propose à Rosine de se joindre à eux le soir pour cette cérémonie, mais elle la remercie et décline l'invitation en évoquant le problème de fatigue, ce qui se comprend à son état. Sandra l'informe qu'elle avait accouché d'un garçon. Elle la félicite et lui demande de l'embrasser pour elle. Sur le chemin retour, Sandra dit à Talom. Par rapport à ce que tu me disais, tu sais que je suis une fille-mère comme on le dit souvent. Cela ne te dit rien ? Pas du tout, dit Talom. Tu as offert cet enfant à ma mère, si cela est nécessaire, je pourrais l'adopter. Sandra lit la sincérité sur la face de Talom. Je le sais, dit Sandra, tu es une bonne personne. Il dit à Sandra, prends ton temps pour réfléchir, ne te sens pas obligée de faire ce qui ne sied pas avec ta volonté. Sandra rit et dit, merci pour ta sincérité, j'en discuterai avec maman Titi. De retour à Tap. Sandra parle de la proposition de Talom à maman Titi. Elle rit et lui dit qu'elle est la seule à décider, mais elle ajoute que Talom est un homme exemplaire pour elle, sauf si la ville l'a changé. Sandra lui dit que c'est d'accord. Maman Titi lui dit, je suis sûre que tu ne le regretteras pas. Elle dit à Sandra, les seules personnes habilitées à autoriser votre union sont tes parents. Tu iras leur en parler à Lap. S'ils sont d'accord, les parents de Talom et moi irons les rencontrer pour les modalités de dot. Quand Sandra arrive à Lap avec le bébé, ses parents l'accueillent comme l'enfant prodigue, la félicitant pour sa double réussite aux examens. Sandra leur fait part de la proposition de Talom. Ils l'accueillent avec joie, eux qui croyaient que tout est perdu pour leur fille après la grossesse. Elle reste avec eux 2 jours avant de retourner à Tap. La semaine qui suivait, maman Titi et sa famille descendent à Lap pour rencontrer les parents de Sandra. Les choses vont très vite. En allant fréquenter en ville, Sandra est déjà sur le plan coutumier la femme de Talom. Le mariage est programmé pour les prochaines vacances. Avant même le mariage, sous la pression de maman Titi, Talom avait fait détruire et reconstruire la maison des parents de Sandra à Lap. En regardant sa maison, le père de Sandra s'exclame que cette vie est complexe. Pour un problème de grossesse non désirée, notre condition de vie s'est plutôt améliorée, qui pouvait croire. Sandra continue brillamment ses études dans le domaine de l'informatique. En fin d'année, le mariage est programmé. Talom a loué l'une des plus prestigieuses salles de fête de la ville. Beaucoup d'amis et de relatifs sont invités. Tom, l'homme qui avait mis Sandrine enceinte et qui l'avait abandonnée, est l'un des invités. En effet, il travaille dans une nouvelle société, celle où Talom est un grand cadre. Talom est alors l'un de ses patrons directs. Lorsque les mariés entrent dans la salle sous l'applaudissement des invités, Talom frotte ses yeux et dit, ce n'est pas Sandrine là-bas où je vois mal. Sa femme Rosine, qui est à ses côtés, confirme que c'est bien elle. À partir de ce moment, Tom a perdu la concentration. Il sent des malaises. Il ne peut pas rentrer alors que vient de commencer le mariage de son patron. Rosine l'observe sans rien dire. Rosine le comprend, avec ce que sa famille et lui avaient fait subir à Sandrine comme humiliation. Des idées traversent la tête de Tom. Celle qu'il avait traitée de pute et de sorcière est la femme de son patron. Pendant le repas, Tom n'a pas le courage de se lever pour aller se servir. Ses collègues avec qui il partage la table ne comprennent rien. À plusieurs reprises, ils ont demandé à Tom si ça va, et à chaque fois il a dit que ça va aller. Tous sont dans la réjouissance. Tom a été obligé de simuler un malaise pour rentrer, plus tôt alors que la fête bat son plein. Après le mariage, Talom et Sandrine mènent harmonieusement leur vie, bénéficiant des conseils et du soutien de maman Titi qui pour Rosine est une deuxième maman, avant d'être sa belle-mère. Maman Titi fait de Titi le fils de Sandrine, l'héritier de son mari, du coup il devient un enfant riche.
Le temps est vite passé, Sandrine décroche son diplôme d'ingénieure informaticienne, ayant pour spécialité la programmation et la banque des données. Elle est recrutée comme cadre de conception dans une grande société de la ville. Un jour, alors qu'elle rentre du travail, Sandra aperçoit Rosine sur le trottoir avec l'enfant au dos. Elle s'arrête, sort de la voiture et dit « Rosine, comment ça va ma sœur ?» Rosine sursaute et dit « Bonjour Sandrine ». Les larmes aux yeux. « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Tom, dit Rosine. « Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là ? Il m'a abandonnée à la maison avec les enfants, elle vit maintenant chez une de ses maîtresses, le bailleur menace de me renvoyer de la maison pour 2 mois de loyer non payé. » Rosine travaille comme secrétaire dans un bureautique, son salaire suffit à peine pour nourrir les enfants. Sandra dit, cette fois-ci on va lui apprendre à respecter les femmes. Elle donne à Rosine sa carte de visite et lui demande de passer la voir au bureau demain. Sandra paye d'abord les 2 mois de loyer pour que Rosine ne soit plus stressée. Elle saisit ses contacts au service social et y conduit Rosine. Une démarche est engagée. Tom est convoqué, mais il ne s'y rend pas. Sandra passe à la vitesse supérieure. Le mois qui suit, Tom constate qu'il ne peut plus avoir qu'une partie de son salaire, l'autre est désormais viré à Rosine. Tom, en voyant son bulletin de solde, a failli piquer une crise. Sandra dit à Rosine, quand je t'avais rencontré chez les parents de Tom, tu étais la seule à me soutenir. Sans la nourriture que tu m'avais achetée, je ne serais pas arrivée à la maison du champ de maman Titi. Tu as fait partie de mon destin. Nous sommes liés à jamais. Dans une semaine, Sandra par ses contacts trouve à Rosine un boulot stable et plus rémunéré. Rosine peut vivre avec ses enfants dans la décence pendant que Tom court derrière les prostituées. Sandrine, la pierre rejetée, est devenue la pierre de l'angle pour sa famille et pour la société.